Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Pierre Gras, nous te recevons donc aujourd'hui pour un entretien dans le cadre d'une récente publication. Pierre, tu es docteur en histoire, chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Tu travailles sur le Japon depuis plusieurs années et tu es un expert associé à la Fondation pour laquelle tu as déjà écrit plusieurs articles et notamment très récemment cet essai « Industrie nucléaire et démocratie, le cas du Japon ». On va évidemment parler ensemble de l'essai qui aborde donc cette question fondamentale du rapport entre le nucléaire civil et le débat démocratique ou l'absence de débat démocratique autour de cette question où tu travailles, évidemment tu abordes essentiellement le cas du Japon, mais avec un parallèle à la fin de l'ouvrage important sur la question en France. Pierre, si tu es d'accord, comme première question, peux-tu un peu nous faire la genèse de la nucléarisation civile au Japon, évidemment avec les références historiques, Hiroshima, Nagasaki, la constitution pacifiste, etc. Pierre. Alors c'est un paradoxe, le Japon s'est investi en quelque sorte dans l'énergie nucléaire à peine 10 ans après les événements tragiques de Hiroshima et Nagasaki. Ça peut être surprenant, étant donné l'immense choc que ça a été non seulement pour l'humanité, mais bien entendu pour l'ensemble des Japonais. Et pour faire le lien avec ce que tu évoquais par rapport à la France, le Japon a été, à partir des années 90, le plus nucléarisé au monde avec la France. Donc, comment on en est arrivé là? Effectivement, il faut en dire deux mots. Eisenhower, qui était président des États-Unis à l'époque, lance un programme donc en décembre 1953. Il fait un discours d'ailleurs aux Nations Unies où il dit bon, il faut diffuser la capacité à transformer l'atome en élément de développement, mais de façon pacifique. Il lance un programme qui s'appelle Atom for Peace, dans lequel il cible en fait un certain nombre de pays amis pour exporter des technologies au bénéfice de leur autonomisation, on va dire, énergétique. Donc Israël, Turquie. Israël, ça ne se saura pas tout de suite. Mais en fait, Israël, Turquie, Japon, évidemment, qui est encore occupé. Et en 1954, Eisenhower signe le fameux Atomic Energy Act, qui est vraiment l'entrée du monde, enfin de l'environnement de l'Amérique dans la question nucléaire. Et donc, dès 1960, c'est assez drôle, enfin si on peut dire, le département de Fukushima, dans l'est, au nord-est de Tokyo, sur la côte pacifique, est candidat à accueillir une première centrale nucléaire. Finalement, elle est installée juste à côté, dans le département d'à côté, à Tokaimura, on en reparlera, avec un réacteur expérimental qui est effectivement mis en place en 1966. Ça va assez vite, donc 45, 54, 66, c'est-à-dire que 20 ans après Hiroshima et Nagasaki, eh bien, le nucléaire refait son apparition. Et c'est situé sur un littoral, on y reviendra, problématique, celui de l'Est du Tohoku, qui est historiquement connu comme étant très réceptif au séisme et au tsunami. Mais cette question-là intervient très peu. Il y a la création quand même du ministère japonais de l'Environnement en 1971. On peut penser que ça aide à prendre en compte un certain nombre de choses, mais en fait, pas particulièrement. Et donc, on va se trouver à l'aube des années vraiment 80-90, avec un nombre considérable, donc 54 réacteurs installés. Des installations qui sont très denses, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un site, en fait, en France, c'est un tout petit peu moins, on a 3-4 réacteurs. Là, on peut avoir, sur un périmètre restreint, jusqu'à une quinzaine de réacteurs. Donc, cette densité pose problème aussi. Elle est plus simple, sans doute, par rapport à la géographie du Japon, mais elle pose problème par rapport à la dangerosité et la possible contamination en chaîne. Voilà, pour ne pas être trop long sur ce point. Merci Pierre, justement tu évoquais Fukushima et la côte est, la côte pacifique du Japon. Donc parlons maintenant de ce qu'on appelle au Japon la triple catastrophe de mars 2011. Séisme, tsunami et l'accident nucléaire à Fukushima. Peux-tu nous parler des circonstances de cet accident nucléaire, les défaillances, le manque de transparence et
Tu évoquais le nombre de réacteurs. Combien y avait-il de réacteurs nucléaires à Fukushima? Alors, il y avait 6 réacteurs, dont 3 en fait sont concernés directement, et le 4e partiellement. Alors, il y a un lien de causalité, effectivement, il faut le rappeler, parce que sinon on ne comprendrait pas, entre séisme, tsunami et catastrophe nucléaire. Ce qui a fait dire à certains, mais ça n'est pas véritablement une catastrophe nucléaire, parce que sans tsunami, sans séisme, etc. Mais en fait, il y a des circonstances particulières qui, au contraire, expliquent très bien pourquoi, effectivement, cette catastrophe a pu intervenir. On s'en est aperçu, je vais répondre indirectement à ta question pour commencer, on s'en est aperçu qu'en 2002, c'est-à-dire quelques années quand même avant l'accident de Fukushima, parce qu'on a découvert que TEPCO, l'opérateur de la centrale, on y reviendra peut-être aussi, avait ignoré un certain nombre de recommandations qui lui avaient été faites. Il y avait un certain nombre de rapports, malgré 2 accidents mineurs, quand même un peu graves, à Tokaimura, dont j'ai parlé tout à l'heure, en 1997 et en 1999. Et l'accident de 1999 a déjà fait 3 morts, plus une irradiation limitée. Malgré ça, TEPCO a non seulement ignoré, mais caché un certain nombre d'incidents, et ça ne s'est su qu'effectivement en 2002. Ça aurait pu être le début d'une prise de contrôle plus forte, notamment via l'agence de régulation, qui fait très honnêtement son travail, mais qui est un peu tenue par les politiques. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, pourquoi du coup cette catastrophe en chaîne a été finalement aussi grave? Eh bien, il y a une explication très simple. L'agence et les techniciens qui avaient fait les contrôles avaient demandé d'isoler davantage et de remonter en hauteur les éléments permettant le refroidissement de la centrale. Ça n'a pas été fait, on a simplement changé les portes, on a mis des portes étanches. Et en fait, l'ampleur du tsunami, avec des vagues plus de 20 mètres, etc., a fait que ça n'a pas tenu, l'étanchéité n'a pas été assurée. Donc ça, évidemment, le refroidissement n'étant plus assuré, ça a mis le feu à 3 donc des 6 réacteurs, et le 4e a été également impacté, sans que ça provoque forcément un incendie. En tenant compte des précautions recommandées par les techniciens qui avaient visité les installations, on peut imaginer que la catastrophe aurait pu être limitée avec une inondation, bon, toujours des risques d'irradiation, mais sans cet incendie, etc. Donc ça, c'est quand même relativement grave. Les dirigeants de TEPCO, une fois que cette information a été révélée, cette histoire, eh bien, ont dû démissionner. Et effectivement, on a une nouvelle génération de dirigeants qui est apparue, très humble. Vous savez, au Japon, on s'excuse beaucoup quand on est à la tête d'un certain nombre d'institutions, mais les excuses, là, évidemment, étaient un peu tardives. Donc c'est un choc absolument majeur, d'autant plus, si je peux me permettre une remarque là-dessus, que cette catastrophe est un impensé. C'est-à-dire, autant le Japon s'est toujours préparé, s'est adapté historiquement au séisme et même au tsunami de faible ampleur, on va dire, en installant des digues, en reculant l'urbanisation parfois, etc. Autant la catastrophe nucléaire, n'ayant jamais été véritablement pensée en tant que telle, eh bien ça n'a pas aidé, bien sûr, les professionnels déjà à réagir sur le moment, ni la population à comprendre ce qui se passait, avec des interrogations absolument incroyables sur l'évacuation, par exemple, avec des périmètres qui ont évolué. 165 000 personnes, quand même, sont évacuées, mais en plusieurs temps. Et en fait, ça laisse largement le temps à un certain nombre de personnes d'avoir été irradiées. Bon, on y reviendra certainement. Donc cette impensée était assez dramatique, et ça a fait émerger quand même dans l'opinion publique beaucoup de questions. On a évoqué là les circonstances, parlons un peu de la gestion de l'après-Fukushima avec le démantèlement des réacteurs impactés, je mets des guillemets, le retour des populations. Tu évoquais plus de 160 000 personnes évacuées, et la gestion des déchets contaminés, et notamment on a tous en tête évidemment, qui est une question internationale, le rejet des eaux contaminées dans l'océan. Alors si on reprend effectivement un petit peu dans l'ordre, bon, malgré Tchernobyl, qui est un précédent intéressant, mais c'était plus de 15 ans auparavant, on n'avait pas pris forcément la mesure
et les précautions nécessaires. Donc ça a fait agir le gouvernement. Il se trouve que c'était dans la parenthèse social-démocrate de 3 ans. Il s'est tombé sur eux, bien que ce soit plutôt le Parti conservateur qui était aux affaires quand tout ça a été mis en place. Mais enfin bon, c'est tombé sur le gouvernement social-démocrate. Et donc il a arrêté immédiatement l'ensemble du parc japonais. Donc les centrales n'ont plus produit et la production d'électricité par le biais du nucléaire a été ramenée à zéro. Ça, c'était une première mesure. Ensuite, on a cherché un peu à comprendre pourquoi. Donc là, il y a eu beaucoup de remises en cause. L'agence de régulation a expliqué qu'il n'avait pas effectivement tous les éléments, il n'avait peut-être pas produit suffisamment de textes, donc ça a été dit. Et puis on a essayé de dialoguer avec la population pour dire mais bon, finalement ça a été assez limité, il n'y a eu aucun mort, ça c'est le discours officiel, hein. 18 000 morts quand même par le tsunami, 2 à 3 000 disparus, donc on est à plus de 20 000 morts, et 0 mort pour la catastrophe nucléaire. Donc ça a permis largement, on va voir peut-être si on en parle tout à l'heure, ça a permis largement de produire un discours sur le fait, finalement, oui c'est vrai, on ne s'était pas bien préparé, mais au fond c'est pas si grave. Sauf que, évidemment, ça minimise totalement d'abord le choc subi par les populations. Il faut voir que le Japon, notamment dans ses territoires, c'est un pays qui vieillit, donc ce sont beaucoup de personnes âgées, dont ça a été un choc terrible, on a dû les déménager en urgence, certaines ne se sont pas remis, hein, tout simplement. Donc ça peut se chiffrer, selon certaines estimations officielles, 3 000, 3 500 personnes seraient décédées à l'issue, non pas, semble-t-il, de l'irradiation, mais des conditions dans lesquelles l'évacuation, le relogement, et puis le choc psychologique, d'avoir aussi perdu ses repères, bon, etc. Plus les cancers de la thyroïde qui se sont manifestés chez les enfants, en particulier, lorsque le ministère de la Santé a recommandé un examen à toutes les populations, y compris les bébés, 360 000 personnes, du site large, du département de Fukushima et autour. Donc évidemment, l'argument de certains médecins, sans m'égarer, mais c'est un point important, a été de dire oui, mais comme on a examiné une population qu'on n'avait jamais examinée de manière aussi large, on a trouvé beaucoup de cas. Et donc, quand on ne cherchait pas, évidemment, il n'y avait pas de danger. Donc, on a probablement, enfin, les chiffres sont variables, on a probablement plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'enfants qui ont souffert d'un cancer de la thyroïde, dont on n'arrive pas à définir précisément si c'est lié à la catastrophe de Fukushima, mais il y a quand même de fortes probabilités. Donc il y a la polémique autour de ça. J'y fais allusion dans mon livre. C'est quand même un point extrêmement important. On sait par exemple qu'à Tchernobyl, c'est plusieurs milliers, dizaines de milliers probablement de personnes dont l'irradiation a provoqué des cancers de la thyroïde, pas seulement des enfants. Au Japon, ça a été un petit peu quand même le sujet tabou. Et puis, une autre conséquence, c'est que il fallait remplacer l'énergie nucléaire. Elle n'a jamais été majoritaire comme en France, bien sûr. Mais on était dans des chiffres autour de 16%, 17%. Et donc, comme elle était ramenée à zéro, eh bien, on a recommencé, ce qui est problématique, les importations de pétrole, etc. En gros, le mix énergétique japonais, il est couvert par le gaz, le pétrole et le charbon. Sachant que les réserves de charbon sont importantes au Japon, mais pour des raisons évidemment qui s'expliquent, on avait décidé de progressivement fermer les mines. Et donc, on s'est retrouvé effectivement, le Japon s'est retrouvé dans une dépendance à 90% des énergies fossiles. Il y a à peu près 5% d'énergies renouvelables qui ont quand même été développées, et puis quelques autres éléments. Donc, à un moment donné, c'était une impasse politique. L'opinion publique était majoritairement hostile. La classe politique, évidemment, était obligée de tenir compte de ce qui se passait. Et puis surtout, l'objectif d'autonomie énergétique du pays était complètement dans les choux. Et donc, ça a amené... donc on est à l'arrêt pratiquement pendant 10 ans. 2011, 2012, jusque vers 2021. Et là, il y a un tournant stratégique. C'est-à-dire le gouvernement conservateur, qui est assez majoritaire, se dit, bon, il s'est coulé 10 ans. L'opposition, déjà l'opposition parlementaire, n'est pas très en pointe là-dessus, malheureusement.
Et l'opposition de la société civile, des associations, les manifestations commencent un peu à décliner. La presse, ça peut s'expliquer hein, pour plein de raisons. Le fait qu'il n'y ait pas eu de victimes spectaculaires fait que la tension est assez vite redescendue. Les 165 000 personnes évacuées, bon, on aurait relogé la plupart d'entre eux, mais où? Pas du tout dans la région, contrairement à ce que dit le gouvernement. Moi, j'ai visité des communes fantômes hein, autour quand je me suis rendu dans la région de Fukushima. On a passé un peu de temps avec des collègues, vraiment des rues entières, y compris les casernes de pompiers, les grands magasins, les stations d'essence, vides, mais comme si elles avaient été vidées du jour au lendemain. Donc, le département de Fukushima, c'était 2 millions, je crois, d'habitants. Fukushima même, 1,2 million. Mais Fukushima n'est pas à côté de la centrale. Les petites communes autour, qui étaient peuplées de plusieurs milliers d'habitants, bien, on a 200, 300 personnes peut-être qui sont revenues, des personnes âgées qui voulaient peut-être mourir à un endroit où ils ont vécu, et des travailleurs qui viennent la journée, qui travaillent dans des entreprises que le gouvernement a fait implanter, et qui ne restent surtout pas, et qui n'amènent pas leur famille. Donc tu vois à peu près le schéma, ils vont avec leur voiture, ils se rendent sur place, ils travaillent la journée, y compris d'ailleurs dans des industries qui peuvent être liées plus ou moins anciennement à ces activités nucléaires, et puis ils rentrent chez eux. Donc ce sont des villes mortes le week-end, à partir de vendredi soir. Donc en fait, contrairement au discours du gouvernement, sur lequel il y a eu pas mal d'aides, ce qui est vrai, au retour, en fait, le retour a été pour le moment assez marginal, malgré les efforts qui sont portés. Et pour finir sur, disons que les conséquences globales sur la vie des gens, eh bien effectivement, beaucoup de gens ont choisi de s'installer dans une autre région. C'est-à-dire qu'il y a plus 165 000 personnes extérieures relogées, mais petit à petit, ils sont allés dans le sud, ils sont allés dans le nord, ils se sont écartés du... Il faut dire aussi que Fukushima, c'est une région assez particulière, qui n'est pas dénuée d'ailleurs d'intérêt. Il y a une plage à proximité, une plage magnifique. C'était une région qui avait une petite capacité touristique, tant qu'on considérait que la centrale, c'était pas dangereux. Mais surtout, c'était à 220 km de Tokyo. Donc c'est en termes, si vous voulez, de représentation, le fait que le danger soit pratiquement au cœur, que la métropole de Tokyo, c'est 32 millions d'habitants à peu près, 32, 33. La proximité de Fukushima est à la fois évidemment un atout pour un certain nombre de raisons, évidemment, mais aussi évidemment un sacré problème. Donc beaucoup de gens ne sont pas revenus, certains sont allés d'ailleurs à Tokyo, dans la métropole, mais d'autres surtout ont essaimé dans tout le Japon. Le résultat quand même, c'est qu'à la fin, la résistance des groupes un peu militants, de la société civile et même d'un certain nombre d'élus a eu tendance un tout petit peu à s'éroder. On reviendra peut-être sur les raisons et sur la question de la fabrique du consentement. Mais voilà, un peu les principales conséquences. Et puis depuis 2021, évidemment, le pouvoir conservateur a décidé de relancer le programme nucléaire, avec même des autorisations de nouvelles centrales. Alors, bien sûr, celle qui a été endommagée, elle ne redémarrera jamais, avec les problèmes qu'on sait. L'évacuation des déchets solides et des déchets liquides, qui va prendre probablement 20 ou 30 ans. On parle de 2035, mais comme une date proche, donc peut-être même plus que cela. Il y a des conséquences effectivement de type économique. C'est une région, il a fallu que l'État, qui est pourtant un État libéral, mais investisse localement dans de l'aménagement du territoire, essaye de faire venir les entreprises. Mais enfin, les Japonais sont quand même extrêmement méfiants. Mais malgré tout, la résistance, on va dire, de la population s'est progressivement érodée. On n'a plus le même taux. C'était 70% d'hostilité à la reprise du programme nucléaire. Là, on est tombé dans des choses beaucoup plus modestes. Il y a bien sûr des résistances. Il y a encore des articles, parfois dans les médias là-dessus, mais beaucoup moins, évidemment, qu'au moment des événements eux-mêmes. La fin de ton propos, tu as un peu répondu à la question suivante. Ce serait un peu sur l'aspect politique et environnemental. C'est appuyé sur le rôle du PLD qui, depuis les législatives de novembre dernier, n'a plus de majorité absolue à la Diète, enfin au Parlement japonais. Donc
quelles pourraient être les conséquences? Tu as évoqué que l'opposition n'avait pas vraiment de position, mais peux-tu en parler et aussi l'évolution de l'opinion publique en 2011 et aujourd'hui dans le cadre de la relance du programme nucléaire? Alors le cœur de l'affaire, c'est comment on a pu convaincre le peuple japonais d'accepter Atom for Peace, d'adapter Atom for Peace au Japon après ce qu'il avait vécu. Et ça, c'est vraiment sur le plan historique et sur le plan même, j'allais dire, sociologique, anthropologique, c'est quand même une question intéressante. Donc c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais des collègues ont inventé ce terme de fabrique du consentement, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été fabriqué. Il repose sur un système un peu pervers mais très efficace, qui est le lien historique très fort entre les grands conglomérats, et en particulier ceux qui pilotent le développement nucléaire, mais c'est des noms qu'on connaît, Hitachi, Mitsubishi, etc. Ce n'est pas seulement des voitures ou des chaînes stéréo, c'est des conglomérats extrêmement puissants, avec surtout le Parti conservateur, mais pas que. Le PLD. Le PLD. Et par des jeux d'intérêts croisés, le fait qu'en fait, on rend quasiment impossible, une fois qu'une décision a été prise, on rend pratiquement impossible un retour en arrière. Alors, il faut évoquer quand même des questions lourdes. Corruption, trafic d'influence, l'indépendance énergétique est quand même un sacré un paravent pour voir un peu ce qui se... Et une minimisation des risques, inévitablement, parce que si on prend en compte réellement les risques et qu'on demande, par exemple, aux agences gouvernementales d'être plus strictes, on va mettre l'accent sur un point dont on ne souhaite pas qu'il soit abordé, c'est-à-dire que la dangerosité existe toujours. C'est plus tellement Fukushima uniquement, même s'il faut gérer les conséquences, c'est aussi tous les autres sites. Et quand on sait que la côte du Tohoku, par exemple, elle pourrait être frappée par un nouveau tsunami de niveau colossal dans les 30 à 70 ans, disent les chercheurs. Bon, ça veut dire qu'il y a d'autres centrales qui sont toujours en fonctionnement. Et bien, effectivement, cet aspect est minimisé parce qu'on a ces intérêts croisés. Je donne juste un exemple. TEPCO, qui est l'opérateur de la centrale, son conseil d'administration, son actionnariat, plus exactement, bon, son conseil d'administration c'est pareil, est absolument incroyable. Donc il y a des grandes entreprises, des grands conglomérats privés, il y a la ville de Tokyo, enfin la ville métropole de Tokyo, il y a un fonds d'investissement américain, il y a le fonds souverain norvégien, je ne sais pas ce qu'il fait là, etc. Et puis comme ça, une série, j'ai la liste complète, c'est-à-dire un mélange assez habile de privé et de public, de telle façon que quoi qu'il en soit, la décision qui va être proposée par les groupes privés sera celle du pouvoir. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'heure. Pourquoi le programme nucléaire est relancé malgré toutes les difficultés du PLD, et on a vu qu'elles ne sont pas minces, puisque là il a perdu la majorité absolue, le poids du lobby nucléaire est absolument considérable. Mais pour des raisons... je veux dire, à la fois historiques et très concrètes. Alors c'est vrai que c'est pas mal d'emplois, mais c'est aussi, ça joue sur des terrains qui sont très compliqués. Le PLD, quand même, est un parti... ça a été un parti quasi unique à un certain moment, mais qui pose un véritable problème. Ces Américains qui les ont vraiment adoubés. Paraît-il que la CIA a consacré beaucoup d'argent à faire que les différentes factions, c'est ce que j'ai lu dans la presse, a consacré beaucoup d'argent à ce que les différentes factions de droite et libérales s'unissent pour former ce parti qui a ratissé, en dehors de 3 années, et puis quelques mois un peu plus tôt, qui a ratissé littéralement le pouvoir. À partir du moment où vous êtes à la fois aussi majoritaire et croisé avec les intérêts privés, difficile de penser que vous allez prendre des décisions très très autonomes. Donc ça c'est une première chose. Alors ce qui s'est passé aux législatives là, très récemment, effectivement, on a eu l'occasion de commenter ça, c'est que le PLD, le Parti conservateur, a perdu la majorité absolue, même avec ses alliés, petit parti centriste, et c'est le Parti démocrate constitutionnel, on va dire, une opposition modérée, social-démocrate, mais vraiment modérée, qui lui a émergé. Le problème, c'est que lui-même, sur la question nucléaire, il n'est pas non plus très très clair. Il y a plusieurs éléments. Il dit, mais attendez, il y a aussi nos objectifs de réduction de l'effet de serre.
enfin de lutte contre le CO2 et l'effet de serre. C'est-à-dire avec toujours le discours qu'on ne prend pas en compte les externalités nucléaires, construction, démantèlement, stockage de déchets, etc. Alors si vous raisonnez comme ça, oui, effectivement, on peut dire que le nucléaire, d'une certaine façon, est plus ou moins inerte par rapport à la production de CO2. Il y a un premier élément, il y a les emplois qui sont à la clé dans toutes les autres centrales qui progressivement vont redémarrer, et puis lui aussi, il est soumis au lobby. Enfin, je veux dire, soumis, je ne sais pas, mais en tout cas, sous l'influence des lobbies. Et le principal dirigeant, M. Noda, qui est l'opposant principal au Premier ministre Ishida, il n'est pas réputé du tout pour être un foudre de guerre sur la question du nucléaire. Au contraire, il a plutôt tendance à dire, bon, quand même, c'est quelque chose de stable, etc. Donc, ces interrogations sont importantes, mais la ligne se maintient. C'est-à-dire que pour le moment, je n'ai pas entendu, depuis les élections, d'avis discordants sur le mode, on devrait peut-être quand même un peu limiter. Donc il y a plusieurs programmes qui sont en cours de gestation, et l'opinion publique, pour répondre plus précisément à ta question, s'interroge aussi. Là aussi, il y a des collègues qui parlent d'une expression qui est peut-être un petit peu... qu'on peut trouver sur d'autres sujets, y compris en Europe, c'est ce qu'ils appellent l'affaiblissement de la conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a bien conscience des risques, du danger, du fait que il y a des manipulations qui se font, bon, je veux dire, les inspections, est-ce qu'elles sont vraiment honnêtes? Moi, je pense que quand même, les gens font leur travail, mais que derrière, il n'y a aucun suivi opérationnel, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de sanction. Et cet affaiblissement de la conscience, évidemment, elle favorise la renucléarisation du pays, avec tous les problèmes que ça pose. Et puis, l'élection de Trump, il faut quand même en dire un petit mot. Je sais bien que c'est à la mode et qu'on voit la main de Trump partout. Il y a de fortes chances qu'il rebatte les cartes par rapport à ce qui se passe dans le sud-est asiatique, par rapport à la menace chinoise. Bon, au minimum. Et qui disent au Japon, écoutez, il va falloir que vous trouviez les moyens, investissez donc dans l'industrie de défense. Vous savez que la constitution pacifiste de 1947 est censée limiter. Mais là, Trump n'en a strictement rien à faire, évidemment, premièrement. Et il est possible aussi que Trump dise, et puis pour ce qui concerne votre approvisionnement d'énergie, après tout, vous avez le nucléaire, servez-vous-en. Donc ça ne va pas non plus aider à ce que cette question-là... Bon. Alors c'est sûr que la dépendance au pétrole, en particulier, qui a énormément remonté, et au gaz. Sur le charbon, il y a plus un consensus, parce que ça pose quand même des problèmes de santé vraiment directs. Mais sur le gaz et le pétrole, ça a à nouveau atteint, on est à, je crois que j'évoquais le chiffre tout à l'heure, 85-90% de dépendance aux énergies fossiles. Donc, bon, alors... Peut-être la question qui va venir, c'est quelle alternative? Alors, cette alternative a commencé à être construite, y compris dans les années 70, et après 2011-2012, il y a eu un certain nombre d'investissements, y compris de l'État. Il y a un institut des énergies renouvelables qui a été créé, non loin d'ailleurs de Fukushima. Il y a eu une réflexion, mais on tourne à 5-6% actuellement. Ça a été un tout petit peu plus. Et surtout les aides, les incitations financières aux entreprises à se déporter sur ces sujets pour leur alimentation d'électricité. On ne parle pas tellement des citoyens, mais évidemment il y a une grosse demande. C'est quand même un pays très dense, très peuplé. Mais au moins les entreprises, ces incitations ont quasi disparu, donc elles rebasculent effectivement, elles sont de fait pro-nucléaires, parce qu'elles se rendent bien compte que l'approvisionnement en pétrole coûte de plus en plus cher, il pose problème, etc. Je ne sais pas si j'ai... Si, tout à fait, mais à la question. Mais complètement, et évidemment, ce que tu évoquais là dans ta dernière réponse, évidemment, que tu évoques évidemment dans notamment le dernier chapitre de l'essai, c'est évidemment le parallèle avec la France. Sur l'absence de on peut s'interroger comme au Japon, en France, sur le consentement démocratique. S'agit-il d'un consentement fabriqué ou d'un consentement démocratique? On a un peu la réponse. Avec le même biais, c'est justement de mettre en avant le nucléaire comme production énergétique décarbonée, ce qui ne veut pas dire que c'est une énergie verte. Et on sent bien que la plupart des forces politiques mettent en avant le nucléaire comme réponse à une énergie décarbonée. Donc,
Peux-tu faire ce parallèle sur la fabrication Il y en a du consentement plusieurs, des démocratique, parallèles là-dessus entre la France et le Japon. le nucléaire, cet aspect, oui, etc. le binucléaire, l'absence véritable dans les grands corps. Alors chez nous, c'est quoique la mixité publique-privée, on peut en discuter aussi. Hein, ouais, bon. Mais disons, l'absence de véritable volonté durable de s'investir dans les énergies renouvelables. Alors on se rattrape un peu, mais bon, EDF fait des campagnes là-dessus en disant avec nous l'énergie sera plus verte, etc. Bon, au fond, c'est quand même un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut mettre en condition l'opinion publique. On est monté quand même jusqu'à 75% d'énergie nucléaire en France, entre 65 et 75. Hein. Là, on est plutôt autour de 60 actuellement. Avec une dépendance aussi forte à l'uranium, hein, pour faire court, c'est très dur hein, de revenir en arrière. À partir du moment où on a dit bon, le pétrole c'est pas bien, le gaz c'est pas bien, le charbon, on a fermé les mines il y a longtemps. Alors, il y a d'autres solutions, hein. Bien sûr, on va venir sur l'hydrogène, on va venir peut-être sur des solutions atomiques sans doute moins dangereuses, mais au fond, ce que tu évoquais, c'est-à-dire comment le citoyen se positionne, est-ce qu'on lui a demandé son avis, quand est-ce qu'il y a eu débat, il faut remonter, même l'origine, la création du commissariat à l'énergie atomique, ce que je dis dans le livre, De Gaulle s'est passé du Parlement. Il a pris une ordonnance, puis il a dit à partir d'aujourd'hui, il y a un commissariat à l'énergie atomique, puis avec les forces vives de la nation, alors en plus l'intention elle était très très claire, elle était civile et militaire. Militaire et civile, on va dire. Donc ça a été la position de Gaulle depuis, et en 10 ans, ce que je rappelle aussi dans le livre, quand on voit ce que la France est capable de faire, on a l'avenir devant nous. Aujourd'hui, le problème qu'on a, si on veut... Alors, l'Union européenne nous a joué quand même un mauvais tour avec cette histoire de verdir l'énergie nucléaire. Mais bon, pour plein de raisons, et la présence aussi des lobbies à Bruxelles, c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Oui, il y a effectivement l'option de véritable débat. Alors l'heure n'est pas tellement au débat public sur le nucléaire, j'entends bien. Et quand on a parlé de référendum d'initiative populaire, ça visait plutôt l'immigration, etc. Hélas. N'empêche que si on pose la question à un moment donné de manière démocratique et sur le plan globalement, au Japon comme en France, on aurait probablement quand même un certain nombre de réponses. Et des gens qui veulent accélérer non seulement la décarbonation, mais aussi la dénucléarisation, parce que on ne peut pas asseoir un renouvellement énergétique sur une telle absence ou un tel risque d'absence de sécurité. Alors, on a tendance à dire oui, mais le modèle français est parfait, parce qu'il y a des petits incidents, puis on est très transparent par rapport à ça. Bon, sans doute plus transparent qu'avant. Mais en fait, la question quand même se pose. Il y a eu Three Mile Island, elle est légitime. Aux États-Unis, il y a eu Tchernobyl, Fukushima. Est-ce qu'on attend un incident plus proche de nous, de catégories encore différentes, parce que là on n'a pas de tsunami, mais bon, la fiabilité de la technologie ou des technologies à la française, alors avec l'EPR, on a les pires, donc les centrales, ce qu'on appelle les centrales de nouvelle génération, hein, que Emmanuel Macron a promu et sur lequel il a impulsé un mouvement, ça fait déjà à peu près 2 ans. On n'est pas sûr du tout, on maîtrise quand même assez mal. Il s'arrête à peine lancé. Hein. Il n'y a que les réacteurs chinois qu'on a contribué à mettre en place, qui apparemment ont l'air à peu près de tourner, mais il y a des difficultés en Finlande, il y a des difficultés en Bretagne. Sans parler du fiasco financier. Sans parler du fiasco financier. Et dans la période où on est, de réduction des déficits publics, quand même, tout ceci mériterait de sérieusement discuter. Tout à fait. Écoute Pierre, merci pour ce sujet passionnant et fondamental. Merci. Et donc je recommande vivement la lecture, et je pense que c'est donc Industrie nucléaire, démocratie, un sujet que nous continuerons à traiter. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup.